Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour voir cette conférence. Je voudrais commencer par mettre un blanc. Je voudrais partager quelque chose avec vous. Je suis autiste. Voilà. J'aimerais que vous vous posiez là et que vous réfléchissiez un peu à ce que ça vous évoque. À quoi vous pensez? Est-ce que vous connaissez des autistes? Est-ce que peut-être vous-même vous êtes autiste? J'en sais rien. Et j'aimerais que vous représentiez le fait aussi que ça, on ne le voit pas tous les jours. Alors effectivement, on est aujourd'hui dans une conférence technique. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas tous les jours. Mais ça, c'est humain. Et je pense que ça a un intérêt d'en parler, notamment au niveau de la tech. Donc je vais peut-être vous raconter une petite histoire qui parle de cookies. Vous allez voir, on n'est pas dans les cookies de navigateur. Comme tous les lundis, je me lève, je prends ma douche et je m'occupe de mes enfants pour les emmener à l'école. Donc il faut qu'ils prennent le petit-déj, tout ça. Et comme tous les lundis matins, je sors du week-end, je suis fatigué, je commence ma semaine, j'ai du travail. Je me souviens que j'ai de l'administratif à faire, j'ai un bug sur lequel je suis depuis plus d'un mois. J'ai des papiers à envoyer, des factures à payer, j'ai mes enfants qui crient, il faut aller les habiller. On est en retard pour aller à l'école, ils ne veulent pas mettre leurs chaussures. Mince, j'ai pas encore rangé la table. Mince, il y en a un qui a fait tomber un verre. Qu'est-ce que je fais, à votre avis, à ce moment-là ? Et ben en fait, la veille, j'ai cuisiné des cookies et ils sont encore sur la plaque de cuisson et je me mets à les ranger dans une boîte. Pourquoi ? En fait, c'est un cas typique d'une réaction face à un trouble du spectre de l'autisme. J'étais dans une situation particulièrement intense en termes d'anxiété, j'étais émotif et j'étais pas aidé par mes enfants parce que eux aussi, ils sont émotifs, sauf que c'est moi l'adulte, donc c'est moi qui dois gérer ça. Et mon cerveau, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de se mettre dans une situation de confort intellectuel, organisationnel et émotionnel. Et dans ce cas, ma situation de confort, c'était de ranger quelque chose, faire en sorte qu'il y ait de l'ordre et de l'organisation dans une situation qui a pourtant duré quelques dizaines de secondes et qui ne m'était pas confortable. Ça peut arriver à tout le monde. Et dans le cas d'une personne neuroatypique, ça arrive tous les jours. Donc l'autisme, vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques années, dizaines d'années, avec le film Rain Man, qui met en scène un personnage qui s'appelle Raymond, qui est représenté comme étant autiste et qui est très bien interprété par Dustin Hoffman. Et lui, il a ce qu'on appelle un syndrome de l'autiste savant, c'est-à-dire que c'est un autisme qu'on ne trouve quasiment pas, en fait, c'est très peu. Et lui, sa particularité, c'est que il y a une scène dans le film où il voit une serveuse de bar qui fait tomber une boîte d'allumettes et en moins de 3 secondes, il a calculé qu'il y avait 246 allumettes dans cette boîte, en tout cas qui sont tombées de cette boîte. Alors ça paraît impressionnant, on se dit « Waouh, les autistes, ils ont des super pouvoirs !» Ben non, en fait, c'est-à-dire que c'est un cas extrêmement rare. L'autisme, dans la réalité, c'est plutôt ça. Alors je ne sais pas si on voit très bien, ce n'est pas important ce qu'il y a dans les bulles. Ce qui est important, c'est que là, on a deux personnes. Une personne à gauche qui n'a pas d'autisme, qui est neurotypique, on dit souvent, et une personne à droite qui est atteinte de troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, la personne de gauche lui dit « bonjour » en faisant un geste de la main. C'est quelque chose qui, dans les conventions sociales, est particulièrement usuel, c'est banal, et normalement, la plupart d'entre vous avaient déjà vécu des situations où on vous dit « bonjour ». En tout cas, je vous le souhaite. Si on ne vous le dit pas, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau social. Mais la personne de droite, elle n'a pas cette construction sociale ancrée dans son comportement natif. C'est-à-dire qu'on est des êtres sociaux, on a un comportement social. Eh bien, chez les personnes autistes, le comportement social n'est pas induit. Il doit être acquis. Ce qui veut dire qu'en fait, quand la personne de gauche va lui dire « bonjour », la personne de droite va se dire « Ouh là là, elle me dit bonjour, elle s'adresse à moi, elle parle fort, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lui répondre, parce qu'il paraît que c'est important de répondre. » Et elle demandait quoi déjà ? Ah oui, bonjour, elle l'a dit avec sa bouche, elle a souri, est-ce qu'elle a souri ou pas ? Je ne sais pas. Elle a fait un geste de la main, est-ce que c'est positif ? Est-ce que cette personne me voudrait du mal ? C'est bizarre, donc je vais essayer de regarder son visage, parce qu'on m'a dit que le visage transcrit les émotions. Alors je regarde son visage, et effectivement, elle a l'air d'être à peu près souriante. Elle a une ride sur le nez d'ailleurs, cette ride, elle est en forme de train. Et du coup, elle répond « Le train Maglev à Shanghai est le plus rapide du monde ». Évidemment, c'est une situation caricaturale. Et l'anecdote que je vous ai partagée tout à l'heure est vraie, et elle est un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire que le cerveau, n'ayant pas les constructions sociales natives
des personnes neurotypiques n'est pas en mesure en fait, de répondre de façon conventionnelle à une situation sociale potentiellement inconnue ou pas encore expérimentée. C'est-à-dire qu'on en a peut-être entendu parler, mais on ne l'a pas encore vécu. Et ça, c'est typique des troubles du spectre de l'autisme. Donc des autistes, il y en a quelques-uns dans le paysage des célébrités ou autres. Vous avez certainement déjà entendu parler d'Alan Turing, j'imagine. Hop, oula. Hop. Alan Turing, qui est un cryptologue et mathématicien anglais, qui a décrypté le code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été d'ailleurs très bien interprété par Benedict Cumberbatch dans le film The Imitation Game, qui est un très bon film sur l'histoire d'Alan Turing. On a Daniel Tammet, qui est un écrivain, poète et philosophe. Alors je ne pense pas que vous en ayez entendu parler, mais lui, en fait, il a plein de particularités, en plus du fait d'être autiste. Lui, il a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Alors c'est une étiquette assez médiatisée pour simplement parler d'une liste de troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, il y a deux choses qui sont très impressionnantes chez Daniel Tammet. La première, c'est qu'il est hyper polyglotte. Ça veut dire qu'il parle beaucoup de langues. En l'occurrence, il en parle 12, dont une qu'il a inventée lui-même, dont l'espéranto, et dont l'islandais qu'il a appris en une semaine. Et pour le mettre à l'épreuve, il a dû faire une interview sur une chaîne de télé islandaise. Et son autre particularité est qu'il est synesthète. Ça veut dire que dans son cerveau, en plus des troubles du spectre de l'autisme et de tout un tas de particularités neurologiques, les zones de son cerveau qui gèrent ses sens, des fois elles s'en mêlent. Elles partagent le travail d'interprétation des sens. Ce qui fait que lui, lorsqu'il voit une suite de nombres, il ne voit pas une suite de nombres. Il voit des formes, des couleurs. Quand il voit une longue suite de nombres, il voit un paysage, il voit plein de choses que nous, on n'est pas capable de se représenter. Et ça lui a permis de réaliser un record, de réciter 22 514 décimales de pi par cœur en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes. Ça, c'est quand même un petit super pouvoir, et je pense que c'est assez intéressant. Mais ce n'est pas seulement lié à son autisme, c'est une particularité neurologique, une neuroatypie. On a aussi Joseph Chovanec, qui lui est un poète, voyageur et philosophe. Il est hyper polyglotte aussi, mais lui c'est un petit joueur. Il parle que cette langue, couramment. Et en fait, lui, il participe beaucoup à la vulgarisation des troubles du spectre de l'autisme. Notamment, il a traduit le livre « Comprendre l'autisme pour les nuls », ce qui n'est pas très compliqué pour quelqu'un d'hyper polyglotte, au passage. On a aussi Kim Peek, celui-là je doute que qui que ce soit le connaisse, je le mets dans les autistes connus parce que je pense qu'il mérite d'être connu. C'est l'Américain qui a servi d'inspiration au personnage de Raymond dans le film Rain Man. Lui, c'est un vrai cas d'autiste savant, puisque quand il lit un livre, il se souvient de tout ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, ça a développé chez lui un comportement, c'est que quand il lisait un livre, étant petit, il devait le ranger dans son étagère à l'envers pour éviter d'avoir à le relire. Voilà. Et lui, il est réputé pour ne pas être sensible à l'humour ou ce genre de choses, ce qui sont des choses typiques aussi chez les autistes. Et récemment, Greta Thunberg, qui est cette jeune activiste suédoise militante écologiste, qui a le syndrome d'Asperger aussi, donc c'est-à-dire qu'une liste de troubles du spectre de l'autisme assez particulière. Et je pense que celle-là, vous devriez normalement la connaître, en tout cas en avoir entendu parler. Donc pour faire un petit peu de cours, les causes de l'autisme sont variées. Il n'y a pas de cause unique. Alors déjà, petit avertissement, les vaccins ROR ne causent pas l'autisme. Voilà. On en reparlera après si vous voulez. Donc les causes sont vraiment multiples. Il peut y avoir des facteurs environnementaux, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, la pollution, une malformation génétique, des traumatismes pendant le stade fœtal. Il peut y avoir des traumatismes aussi dans la petite enfance. Ça peut être plein de choses. D'accord ? Tout ça, on va évaluer. À partir de ça, on va évaluer les troubles psychologiques qui se traduisent sous forme de symptômes et donc de particularités comportementales et cognitives. Donc tout ça, ce diagramme, il n'est pas de moi, il vient de la conférence de Franck Ramu, qui est chercheur au CNRS, au Labo des sciences cognitives et psycholinguistiques à l'ENS de Paris, qui a fait une conférence de 2 heures sur le sujet, qui est hyper intéressante si vous aimez les conférences techniques sur la psychologie et notamment la psychologie cognitive. Tout ça pour dire que l'autisme, ce n'est pas une seule cause. Par contre, les conséquences, il y en a un paquet. Donc déjà, on peut noter les intérêts spécifiques. Voilà, des autistes qui adorent les trains,
C'est ce qu'on voit dans la série The Big Bang Theory, avec le personnage de Sheldon, qui est, pense-t-on, autiste aussi. Alors c'est assez particulier, mais c'est quelqu'un qui adore les trains. Ça peut développer certaines compétences et certains talents, on va en parler juste après, des activités stéréotypées. Voilà, pour ceux qui m'ont croisé dans les couloirs, vous avez peut-être vu que je me gratte les mains, parce que je suis stressé. Voilà. Certaines formes d'autisme peuvent induire des déficiences intellectuelles aussi. C'est pareil, on ne le voit pas dans la vie commune, parce qu'on n'a pas de relation avec ces gens, mais ça existe, et c'est difficile à gérer pour les parents. Ça peut introduire des problématiques vis-à-vis de l'organisation. Ce qu'on peut voir parfois dans les reportages sur les enfants autistes, c'est certains enfants de 7-8 ans qui ont besoin, pour aller à l'école, de faire toujours le même chemin. Si le chemin change, même d'1 mètre, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a une voiture garée, ça peut être la crise. Parce que ça bouleverse intégralement la construction cognitive qui a été faite. Et l'autisme induisant aussi des problèmes émotionnels, on n'est pas en mesure de pouvoir les gérer, parce qu'on n'a pas appris. On ne connaît pas les conventions, donc on ne sait pas qu'en fait, il ne faut pas se rouler par terre au milieu du trottoir. Voilà. Il y a une étude de l'université du Surrey qui a constaté que les autistes sont très souvent, on va dire, impactés par les pressions sociales et les conventions sociales, et ça leur cause beaucoup plus de problématiques mentales du type dépression, anxiété, angoisse. Donc tout ça mis ensemble, ça fait énormément de problèmes. Aujourd'hui, moi je suis là pour vous en parler. Il y a Daniel Chovanec qui fait des conférences, Daniel Tammet qui fait des interviews, on a Hugo Orio aussi qui a fait des interviews et des reportages. Ce sont des autistes qu'on appelle les autistes verbaux, des autistes qui parlent. Il y a Julie Daché qui est une doctorante en psychologie cognitive, en psychologie sociale, qui a fait une émission sur YouTube où elle se fait appeler Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle, mais en plus a des choses à dire. Je trouve que le titre est particulièrement intéressant. Et son travail l'est d'autant plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on s'adapte, on fait comme on peut. Sauf que quand on est autiste, c'est dur. D'autant que là, je parle de l'autisme, mais en fait, ces choses-là sont applicables à toutes les formes de neuroatypie. C'est quoi une neuroatypie? Les neuroatypies, il y en a plein. Donc déjà, on a cité l'autisme, on peut citer la maladie de Parkinson, on peut citer la schizophrénie, qui est une pathologie psychiatrique, mais c'est une pathologie psychiatrique qui induit une particularité neurologique ou qui est induite par une particularité neurologique, tout dépend de la cause de la pathologie. Les troubles bipolaires, dont on a entendu parler au début des années 2000, hein, Britney Spears, elle est bipolaire. Hein. Le syndrome Gilles de la Tourette, une particularité neurologique qui induit un trouble comportemental, donc c'est pas terrible en entretien d'embauche. Les troubles de développement de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ouais, les enfants, ils sont hyperactifs à cause du sucre. Spoiler alerte, non. En général, c'est une particularité neurologique qui est très difficile à détecter, mais bon, il existe des tests pour ça. Les troubles 10, qui a déjà entendu parler des troubles 10? Je vais vous faire des stats. Je dirais un tiers. Les troubles 10, c'est des troubles type dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Ce sont des troubles qui induisent des incapacités ou des difficultés à effectuer des actions particulières. Par exemple, la dyscalculie, c'est qu'on a des problèmes avec les nombres. La dyslexie, c'est qu'on a des problèmes avec la lecture. La dysorthographie, c'est qu'on ne comprend pas l'orthographe, ce qui à mes yeux est assez normal, puisque l'orthographe n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas, ce sont des troubles qui sont souvent des troubles neurologiques. Certains sont acquis, sauf à cause de trauma, certains sont, comme l'autisme, ont des causes diverses. Le haut potentiel, qu'on appelle parfois la précocité, la douance, la surdouance, on parle des zèbres, ce genre de choses. Le haut potentiel, c'est assez particulier, ça a trait au QI, ça induit souvent des problèmes émotionnels liés justement à la suractivité cérébrale, et évidemment les troubles du spectre de l'autisme, et d'autres, je n'ai pas suffisamment de temps pour en parler de tous, malheureusement, mais j'espère en tout cas que ces informations-là, ces formes de neuroatypie, vous parlent un petit peu maintenant. D'accord ? Bon, la maladie de Parkinson, on en a entendu parler dans les médias, vous avez peut-être des membres de votre famille aussi qui ont eu ça, c'est assez triste. J'espère que c'est assez clair. Les neuroatypies, on peut appeler ça parfois, un peu vulgairement, des handicaps invisibles. Certaines incapacités sont visibles, la perte d'un membre, voilà, des membres atrophiés, je sais pas, un bec de lièvre, tout ça, ce sont des particularités physiques qui sont visibles. Les neuroatypies sont souvent invisibles. C'est encore pire lorsque vous avez un autiste devant vous qui fait une conférence et qui vous dit qu'il est autiste et qui parle. Pourtant, les autistes, ça ne parle pas. Ah, si.
Certains, non. D'autres, oui. Donc c'est important de vous souvenir de ça lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui réagit bizarrement. D'accord ? Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de suspendre son jugement sur une personne, de juste l'écouter, la laisser parler, et accepter ce qu'elle est, tant qu'elle ne nous blesse pas. Si elle nous blesse dans nos principes, c'est pas nous. D'accord ? Les réactions de certaines personnes autistes à certaines situations sont parfois désastreuses. Je me souviens de certains moments où j'ai dû discuter avec des gens ou débattre. Vous connaissez le légendaire débat sur les réseaux sociaux. C'est impossible de convaincre qui que ce soit dans ce genre de contexte. Et vous connaissez ce slide de XKCD. Je peux pas, il y a quelqu'un qui a tort sur Internet. Et bien c'est très dur, parce que des fois on va dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, ou alors qu'on aurait bien aimé dire sous une autre forme. Les neuroatypies ont toutes quelque chose de ce genre, et les plus connus sont justement l'autisme, où par exemple on peut dire à quelqu'un « t'as le nez sale aujourd'hui ». C'est vachement péjoratif comme expression, t'as le nez sale. Pourtant, ça se trouve, ça partait d'une bonne intention, de se dire « Ah, je pense que ça pourrait être bien que tu te laves le nez parce qu'en fait, c'est pas très bon pour la santé. » Et tout ça d'arguments qui viennent en tête, sauf que la phrase qui vient, c'est « t'as le nez sale ». Réfléchissez, quand on vous dit des choses bizarres, des fois, il y a peut-être des particularités derrière. Voilà. Donc maintenant, on va parler du sujet de ma conférence. Maintenant que vous savez tout sur les neuroatypiques, on va parler du recrutement de personnes neuroatypiques. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors évidemment, c'est une question rhétorique, je ne vous demande pas de répondre, on en discutera après. Mais aujourd'hui, on détecte une genre de, on va dire, de spécialisation de certains cabinets de recrutement ou de certains recruteurs qui se spécialisent sur des cas de personnes, des cas de ressources humaines particuliers, et notamment sur l'autisme ou les neuroatypies. On note des entreprises qui font des opérations pour intégrer ces personnes dans un processus de diversité, ce qui est bien, mais il faut voir comment c'est fait. C'est les neuroatypies, on ne rigole pas avec. D'accord ? Vous avez vu à quel point il peut y avoir des conséquences variées et des causes variées. Tout ça mis ensemble induit des situations assez complexes qui nécessitent parfois beaucoup de compréhension. On n'a pas besoin d'un doctorat pour ça, mais on a besoin de revoir son jugement, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'écouter. D'après les Échos, en 2018, entre 15 et 20% des personnes autistes ont un travail à temps plein. Les autres sont soit sans emploi, soit à temps partiel. Ça veut dire que presque jusqu'à 85% des personnes autistes ne sont pas à temps plein au travail, ou ne sont pas au travail. C'est assez difficile à gérer, puisque du coup, si vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas dans la société. Et pour quelqu'un qui a déjà du mal à s'intégrer dans la société, c'est presque de la ségrégation à ce stade. Alors c'est peut-être pas volontaire, en tout cas c'est difficile à gérer. D'après le site, l'Observatoire gouvernemental sur le handicap, il faut recruter des autistes parce qu'il faut décharger les autistes de certaines difficultés, ce qui est évident, hein, quand on a un 80% qui ne travaille pas à temps plein, il faut se décharger ça. Et donc dans cette optique de décharger les autistes de ces difficultés, il y a des cabinets de recrutement spécialisés dans l'autisme ou des ESN spécialisés dans le recrutement de personnes autistes qui sont une ESN à Nice, que vous retrouverez sans difficulté après cette conférence parce que je ne vais pas la nommer, se vantent régulièrement de recruter des autistes. Voilà, c'est-à-dire que fait des interviews, nous on est une super ESN, voilà, on fait plein de choses, et on recrute des autistes, spécifiquement. Ils sont une quinzaine dans la boîte, d'accord ? Donc c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est vraiment dans un processus de diversité qu'ils font ça ? Ou est-ce que c'est pour bénéficier d'aide ou de reconnaissance ? C'est difficile à dire. Je ne veux pas diaboliser. Ce que je veux, c'est essayer de sensibiliser. À Grenoble, il existe une école de management, et cette école de management a un programme d'intégration des personnes autistes. Et en fait, les programmes d'études qui sont dans ce programme d'intégration des autistes sont essentiellement tournés autour de la tech. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, Kim Peek, il passe son temps à lire des bouquins. C'est un littéraire. Daniel Tammet et Joseph Chauvenet sont des écrivains, des poètes. Pourquoi on va tout de suite les mettre dans la tech ? C'est pas parce que Daniel Tammet il est capable de retenir 22 514 décimales de pi qu'il va forcément créer des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pas forcément un acquis. Et je trouve ça dommage, parce que ça exclut, par définition, les personnes autistes qui auraient, par exemple, des troubles de dyscalculie. Ce qui est possible.
Microsoft a lancé son Microsoft Autism Hiring Program. Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Et ce programme de recrutement de personnes autistes est sur le papier, dans la diversité. On inclut tout le monde, et donc les autistes, venez, vous avez votre place chez Microsoft. C'est intéressant, d'accord? Mais, il y a toujours un mais. Sean Bryan, qui est un écrivain militant, activiste et autiste, et en passage, il a aussi de la dyscalculie, il a fait une enquête sur le programme de recrutement de Microsoft vis-à-vis des personnes autistes. Dans ce programme de recrutement, il y a 99,8% d'hommes. Le programme est géré par des hommes et ne recrute effectivement quasiment que des hommes. C'est-à-dire que dans les profils qui sont montrés sur la vitrine, il y a 2 femmes. Il y en a une qui est embauchée dans un service client et une qui n'est pas autiste mais qui a un fils autiste. Mais dans les statistiques internes, quasiment que des hommes. Ce programme, statistiquement, encore une fois, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais exclut aussi les personnes LGBTQ+, les personnes queer en général. Exclut aussi les personnes de couleur. Exclut les femmes, les personnes non-binaires, les queers. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on veut faire un programme de diversité, mais on n'inclut pas tout le monde. D'accord ? Je pense qu'à un moment donné, le programme de diversité devrait inclure tout le monde, tous les autistes et toutes les autistes. D'accord ? Et c'est d'ailleurs le même principe chez Google. Google a un programme de recrutement aussi pour les autistes, et il recrute essentiellement des autistes pour DeepMind, leur programme d'intelligence artificielle basé sur le deep learning. C'est dommage, encore une fois. Peut-être que des autistes pourraient avoir beaucoup de compétences à donner dans d'autres secteurs, mais ils se focalisent sur la tech. Tout simplement parce qu'il y a un cliché de l'autiste savant qui est forcément bon en maths, en logique, en algo. C'est peut-être le cas statistiquement, mais il serait bon ton de ne pas faire de ce genre de cas des généralités. Sean Bryan, qui a fait cette enquête, il est incapable de créer des algorithmes. Voilà. C'est pas son truc. Par contre, il est écrivain et militant. Et ça, c'est bien. Il est pédagogue. Il partage les choses. Et ça, ce sont des compétences qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas créé d'intelligence artificielle. Je suis dev, ok, d'accord. J'y suis par défaut. Sinon, j'aurais fait autre chose. C'est simplement, on va dire, une culture de la famille qui m'a conduit à être dev. Mais je préférerais faire autre chose. D'accord ? On n'est pas censé rester cantonné à la tech quand on est autiste. Si vous voulez recruter des autistes, ok. Je pense qu'il faut inclure tout le monde. Et donc pour ça, j'ai quelques recommandations. J'en ai 4 précisément. Ces recommandations, lorsque vous recrutez des personnes neuroatypiques qui se présentent comme telles, je pense qu'elles sont très importantes. La première, c'est de se renseigner sur les particularités de la personne que vous recrutez. Si elle est neuroatypique, est-ce qu'elle est autiste? Si oui, quand est-ce qu'elle a été diagnostiquée? À quel âge? Sous quelle forme se traduisent ces troubles? Le mieux quand on fait ça, c'est de poser des questions et d'écouter. Tout simplement. On la laisse parler d'elle, et on attend simplement de savoir ce qui va nous permettre éventuellement d'en savoir plus sur sa personnalité, sur son comportement. Est-ce que cette personne a une situation qui est compatible avec un travail? Ce n'est pas forcément à nous de le juger, normalement, mais on est en train de juger une personne, un candidat ou une candidate. Donc il faut qu'on s'adapte, qu'on se renseigne sur ces particularités. Ensuite, il faut être clair sur les process de travail. D'accord ? C'est important. Si jamais à un moment donné vous dites on travaille avec la méthode RASH, la fameuse méthode à l'arrache, ça ne va pas aller. Une personne autiste, typiquement, une personne autiste sévère, s'il n'y a pas un process clair, cadré, avec une ligne directrice bien définie et bien visible, bah, elle va être éparpillée. Elle ne va pas réussir à se focaliser sur quelque chose. Du coup, elle va digresser. Et en digressant, bah, elle va sortir du sujet initial et elle ne va pas être productive. Les personnes qui ont des problématiques de dyscalculie, par exemple, vous ne les mettrez pas sur des services de compta. Vous allez éviter. Sinon, à la fin du mois, ça va mal se passer pour les comptes en banque. Les personnes qui ont de la dysorthographie, vous n'allez pas leur demander de faire du blogging. Et les personnes qui ont des problématiques d'élocution, vous n'allez pas leur demander de faire de la vidéo ou du commercial. D'accord ? Donc, donnez-leur une ligne directrice en leur disant « nous, on fait ça. Si ça ne lui va pas, c'est un cadre, mais c'est un cadre mou. Vous devez le changer. Ou alors, vous ne recrutez pas. » Autre chose, troisième recommandation, donner des conditions de travail adaptées. Je dirais même idéales pour aller plus loin. D'accord ?
Vous savez, qui ici travaille dans un open space? Wow. Je pensais avoir la moitié, j'ai presque 3/4. Deux professeurs de Harvard ont fait une étude sur les conditions de travail des salariés. On sait aujourd'hui que chez les salariés en général, il y a à peu près 1/4 qui travaillent dans des open space. Et après, il y a différentes situations, il y a des cubicles, il y a des flex office, home office, etc. Et 26%, c'est beaucoup, c'est le pourcentage le plus élevé. C'est-à-dire que le plus de personnes travaillent dans des open space. Dans la tech, c'est pas loin de 60%. Le truc, c'est qu'une étude de l'ESSEC en 2018 a constaté que les open space avaient un effet stressant et anxiogène quasi systématique sur tout le monde, pas que les personnes neuroatypiques. Donc maintenant, imaginez, si ça a un effet stressant sur tout le monde, imaginez-moi dans un open space, combien de boîtes de chocolat je vais remplir de cookies. Enfin, une boîte de cookies. Hein? Tout simplement parce que je n'arrive pas à travailler efficacement dans un open space. Je peux le faire, je l'ai fait, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, en donnant des conditions de travail idéales, on s'assure que la personne sera bien. Voilà. Vous allez avoir des ressources humaines, donc le mieux c'est qu'elle soit bien. Et cette personne va être efficace. En tout cas, aura la possibilité de l'être. Et la dernière recommandation, qui est pour moi la plus importante, c'est de communiquer. D'accord? On est dans la tech, on ne sait pas parler. D'accord? Donc à défaut de parler, on se tait et on écoute. Alors, je ne me souviens plus de l'auteur, je n'ai pas pris de notes. Un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Le bâton de parole, qui parle justement des groupes de discussion, des groupes d'échange, des cercles de parole, ce genre de choses. Et en fait, dans ce livre, on parle du concept du bâton de parole, qui est vieux, très vieux. Et dans ce concept, lorsque plusieurs personnes sont là pour discuter de quelque chose, elles vont avoir un bâton, une pierre, un coussin, un ballon, peu importe, qu'elles vont garder, et ce sera leur parole. Tant que la personne possède le bâton ou le coussin, elle n'a pas le droit d'être interrompue. Elle parle et on l'écoute. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de système, c'est que les autres personnes sont forcées d'écouter, de suspendre leur jugement immédiatement, puisque après, ce ne sera peut-être pas à elles de parler. On va être obligé d'écouter. On va devoir pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active, poser des questions. C'est une autre méthode de communication qui est intéressante, puisqu'on va se concentrer sur l'autre en lui posant des questions, parfois des questions rhétoriques, pour essayer d'induire une discussion un peu différente, mais on va communiquer, on va échanger. Quand vous interrompez quelqu'un, notamment une personne neuroatypique, il y a 60% de chances que cette personne soit frustrée de l'échange qu'elle a eu avec vous. Et dans ces 60% de chances, il y en a 90% qui n'auront plus envie de parler avec vous. Tout ça parce que vous interrompez cette personne. Là, on parle des cas de neuroatypiques. D'accord ? Je pense qu'on peut diminuer le pourcentage pour les personnes neurotypiques en général. Je n'ai pas les détails, malheureusement. Mais j'espère que c'est assez clair. On n'interrompt pas les gens parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Surtout les personnes neuroatypiques qui ne sont pas suffisamment bien intégrées. Donc j'espère que c'est assez clair. Sauf que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'appliquer ça pour les neuroatypiques. On peut l'appliquer à tout le monde. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on va souvent dire « Ouais, mais si je m'adapte à cette personne, je m'adapte à chacun et après, ça va être le chaos. » Ben non. On s'adapte à tout le monde par défaut. Comme ça, tout le monde profite. C'est bien. Du coup, on fait profiter les gens qui sont déjà là, depuis 10 ans, et pour qui on n'a rien fait. Et on fait profiter les gens qu'on fait arriver là, aujourd'hui, et pour qui on fait aussi des choses. C'est quand même pas mal. On va essayer de faire en sorte de changer un peu nos process de recrutement. Donc j'aimerais finir cette conférence par une citation de Françoise Dolto, qui nous dit que tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, nous avons une dizaine de minutes. Je vais te passer le micro. Hop. Merci beaucoup. C'était super intéressant et super touchant aussi. J'ai une question. Tu parles de recrutement. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu dois parler de ta neuroatypie ? Est-ce que c'est devenu quelque chose d'évident et de facile pour toi dans un moment qui est tellement stressant ? C'est une bonne question, puisque c'était pas facile au début. En fait,
je vais prendre l'exemple de personnes qui se font diagnostiquer autistes. C'est dommage, je parle que de l'autisme parce que ça me concerne, mais c'est le sujet que je connais le mieux, donc j'espère être le plus exhaustif. Julie Daché, dans ses livres et dans ses vidéos, on va dire ses émissions, elle parle du fait qu'elle a été diagnostiquée à 27 ans. Moi, j'ai été diagnostiqué à 27 ans aussi, et c'est tard. L'autisme, on peut le détecter chez des enfants de 4 à 6 ans, voire moins, si l'autisme est vraiment sévère. Les enfants de 2 ans qui n'expriment rien du tout, et qui n'ont pas de lien d'empathie, par exemple, on le voit tout de suite. Mais quand on a 27 ans, et qu'il y a ce diagnostic qui nous tombe sur la face, c'est difficile à gérer. Et au début, je ne voulais pas en parler. Au début, je me suis dit, ça va être trop dur. On va avoir des préjugés. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, tant pis, quoi. Au bout d'un moment, j'ai fait face à beaucoup de recruteurs et de recruteuses qui n'ont pas voulu vraiment... on va dire qui ont refusé ma candidature par incompatibilité professionnelle. J'ai été évincé de certaines entreprises pour incompatibilité, communication sociale, organisationnelle, etc., ce qui était assez traumatisant en soi. Et aujourd'hui, finalement, je m'en fiche, j'en parle. Je le dis texto. Et si la personne l'accepte et qu'elle est prête à faire des efforts pour s'adapter, c'est qu'on est fait pour travailler ensemble. En tout cas, c'est une base, mais c'est une base saine. Donc je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se faire aider. Donc si jamais à un moment donné, on est en phase de diagnostic, d'évaluation de diagnostic, on ne sait pas si on est autiste, on ne sait pas si on est haut potentiel. Par exemple, le haut potentiel, c'est très difficile à diagnostiquer aussi. On fait des tests de QI, mais ça ne suffit pas, il y a des zones grises. Les tests d'autisme sont difficiles pour les femmes, puisque les femmes, elles ont un conditionnement dans notre société qui font qu'elles subissent, de par le patriarcat, la charge mentale, ce genre de choses, elles sont obligées de s'adapter, parce que la société leur dit tu t'adapteras, c'est limite le premier commandement, femme tu t'adapteras, et c'est terrible. Sauf que du coup, évidemment, quand on est autiste et qu'on a du mal à s'adapter de façon sociale, mais qu'on est déjà prédisposé à l'adaptation sociale parce que la société nous dit de le faire, c'est plus simple de gérer ces problématiques sociales, et donc c'est plus difficile de détecter qu'on a de vrais problèmes sociaux. Donc le diagnostic chez les femmes est nettement plus difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dénombre plus d'autistes hommes que femmes. On ne sait pas encore si c'est génétique ou si c'est une construction sociale. C'est très difficile à évaluer. Mais l'important, c'est la confiance, en fait. Quand on se fait diagnostiquer, c'est dur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste se faire aider, avoir un suivi avec un psychiatre ou un psychothérapeute spécialiste du sujet, pour qu'on puisse reprendre confiance en soi, faire des exercices, par exemple avec des psychomotriciens et psychomotriciennes, et essayer, par exemple, de faire des conférences pour en parler et gagner un peu de confiance. Bonjour et merci pour votre intervention. Vous avez parlé d'école lors de votre oral et je voudrais savoir s'il y a des études qui ont été faites sur le nombre de personnes autistes qui ont suivi des formations dans le domaine de la tech et qui ont été recrutées ou pas après leur formation. C'est difficile à dire, puisque en France, les statistiques sur les êtres humains, c'est compliqué déjà. Aux États-Unis, ils ont moins de problèmes avec ça. Et aux États-Unis, les travaux sur l'évaluation et le traitement de l'autisme sont nettement plus avancés qu'en France. En France, on est considérablement en retard. C'est terrible. C'est-à-dire pour ça, quand vous dites à quelqu'un « je suis autiste », on va dire « tu parles ». Aux États-Unis, c'est plus comme ça. Donc, effectuer des études pour catégoriser, on va dire, les employés selon leur profil neurotypique, neuroatypique, c'est pas encore suffisamment abouti. Il doit y avoir des études. Je pourrais faire des recherches supplémentaires sur le sujet, mais en tout cas, je ne suis pas tombé sur des recherches de ce genre lorsque j'ai écrit cette conférence. Donc, j'ai pas assez d'informations à ce sujet-là pour savoir quelle est la proportion, quel est le profil, le parcours, ce genre de choses. Désolé. Bonjour, du coup, est-ce que toi, tu as un retour d'expérience? Comment ça s'est passé dans les métiers où tu as été recruté? Comment est-ce que tu as été présenté à l'équipe et quelles seraient tes recommandations quand on veut intégrer une personne avec une neuroatypie dans une équipe? Comment est-ce qu'il vaut mieux en parler à l'équipe? Il vaut mieux, quelles seraient tes prérogatives pour le contact avec les autres collègues de l'équipe? Effectivement, j'aurais bien aimé faire une conférence sur les relations en entreprise plutôt que sur le recrutement, mais j'ai pas 3 heures. Donc c'est une question intéressante et je pense en fait qu'il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on voit une personne se comporter ou s'exprimer un peu bizarrement, il faut juste accepter que chacun est comme il est,
et suspendre son jugement. C'est-à-dire que quand on voit des gens, on a un jugement. On est humain, donc on est des êtres sociaux, donc on va se comparer, on va faire des jugements, c'est comme ça, on est fait pour ça. Notre cerveau, il est très bon pour juger, il est un peu moins bon pour raisonner, mais il est bon quand même, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être capable de suspendre son jugement sur chacun en disant « lui, il est bizarre ». Ok. Ça se trouve, cette personne a plein de compétences dans plein d'autres sujets. Voilà. Ça peut arriver. Et vous avez bien, probablement dans vos entreprises, des gens qui sont particulièrement relous, qui font des blagues pourries. Ça se trouve, c'est des bons employés. Mais ils sont particulièrement désagréables à vivre au quotidien. Je vois des gens qui rient. Oui, ça vous est arrivé. Donc, je pense que le mieux, ça reste de s'adapter. Alors, j'allais dire, il faut être bienveillant. C'est compliqué d'utiliser le mot bienveillance aujourd'hui, on le voit à toutes les sauces. Je pense que malgré tout, on peut quand même l'employer dans ce contexte, c'est d'être bienveillant. C'est-à-dire de partir avec un a priori positif sur chacun et chacune. Et si la personne en parle, d'écouter. Ce que je disais tout à l'heure, on se tait et on écoute. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit un flag qui soit brandi comme ça. C'est-à-dire que quand on est militant, on va le brandir. Voilà. Sinon, au début de ma conf, j'aurais dit autre chose. Mais je veux dire, on ne rentre pas en entreprise pour être tout de suite militant et on ne va pas tout de suite se présenter. Moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je suis dans la même entreprise et c'est la première entreprise pour laquelle je me suis clairement exprimé sur ma neuroatypie au moment du recrutement. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai des gens avec qui je discute, j'en parle directement, mais j'ai pris confiance. D'accord ? Donc, voilà, j'ai un background qui fait que j'arrive à en parler. Pour certaines personnes qui viennent de se faire diagnostiquer, par exemple, souvent, c'était encore difficile de se relever de ça. On a besoin de soutien. Donc on ne va pas en parler tout de suite. Voilà. Récemment, par exemple, j'ai un ami qui a été embauché dans une boîte dans laquelle j'ai bossé il y a quelques années, et j'ai des anciens collègues qui y bossent toujours, et ils ont parlé de moi, j'ai appris qu'ils ont parlé de moi, et en fait, mon pote, il a dit à cette personne, il a dit « Ouais, mais tu sais, Alex, il est autiste, hein ?» Et là, l'autre, qu'est-ce qu'il a répondu à votre avis ? « Ah, mais c'est pour ça !» On a bossé 1 an et demi ensemble. J'en ai pas parlé parce que j'étais en cours de diagnostic, mais il y avait déjà quelque chose. Mais cette personne a le mérite de suspendre son jugement. On n'en a jamais discuté. Et il a toujours été cool, donc c'est bien. C'est bien parce que je me suis pas senti rejeté, je me suis senti inclus en fait. Je pense qu'être inclusif, c'est important. Voilà. Ça fait beaucoup de choses pour une réponse. D'autres questions ? Ouais. Du coup, je me pose la question par rapport à la reconnaissance. Alors, il y a une grande diversité de situations. Malgré tout, est-ce que tu penses que si on pouvait avoir le statut de travailleur handicapé, ce serait mieux, ça aiderait par rapport à toutes les préconisations qui sont faites à un moment donné, si on arrive avec le statut handicapé, alors ça peut sembler péjoratif, mais en même temps, dans le Code du travail, il y a tout un tas de choses qui sont prévues pour accueillir des personnes, je ne vais pas dire différentes, et du coup, ça pourrait peut-être être un coup de pouce. Après, le pendant, c'est que voilà, il y a cette étiquette de handicap qui peut être lourde à porter, mais voilà, quel est ton avis là-dessus ? Mitigé. Donc effectivement, il existe des dispositions. On va à la MDPH de laquelle on dépend. Donc, on peut demander ce qu'on appelle une reconnaissance, je crois que c'est reconnaissance qualifiante de travailleur handicapé, RQTH, un truc comme ça, qui va nous dire, texto, on est travailleur handicapé à X%. Et donc, si vous êtes une entreprise, c'est intéressant d'avoir des travailleurs handicapés parce que ça vous permet de vous exonérer de la taxe AGFIP. Voilà. Donc c'est de l'argent que vous pouvez remettre dans le salaire de votre personne neuroatypique pour on va dire l'inclure plus on va dire économiquement. C'est intéressant. Bon, après, le truc, c'est que selon la neuroatypie, des fois, c'est très compliqué. Par exemple, les personnes à haut potentiel, ça va être très, très compliqué pour avoir une RQTH. Pour les personnes comme moi, qui sont autistes, on va dire légers, c'est encore plus dur. Enfin, je veux dire, j'ai essayé de commencer les démarches, parce que je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait peut-être sensibiliser un peu différemment. Et effectivement, il y a ces problématiques de l'étiquette. Voilà. Aujourd'hui, j'en parle bien. Je dis je suis autiste, mais si j'avais une reconnaissance de travailleur handicapé, voilà, il y a vraiment tout est lié à l'image de tout à l'heure sur les handicaps visibles et invisibles. C'est qu'il y a une représentation dans la société des personnes en situation de handicap qui est malheureusement péjorative, autant dans les opinions que dans les actes. Je veux dire, mettez une rampe devant chez vous,
c'est pas sorcier, ça coûte de l'argent, mais vous incluez tout le monde. Pour autant, les personnes qui sont en fauteuil roulant n'ont pas moins de valeur. Donc c'est difficile en fait. La perception du RQTH est assez difficile au niveau individuel, donc moi j'ai pas encore franchi le pas d'être complètement en confiance à ce niveau-là. Et pour les personnes comme moi qui sont capables de monter sur une scène, bon, non sans quelques travail, c'est pas facile, mais je veux dire, j'en ai discuté avec la MDPH et pour moi il faudrait plus de 2 ans entre les rendez-vous, etc. parce que je suis pas prioritaire. Genre, il y a des gens qui sont en incapacité totale de travail. Ces personnes-là sont prioritaires. Voilà. Donc je pense que, pour ma part, pour l'instant, j'ai pas envie de surcharger le travail déjà difficile de la MDPH, puisque je bosse dans une industrie où je peux trouver du taf en un clignement d'œil, enfin un claquement de doigts plutôt. Donc ça va quoi. Voilà. Je sais que dans nos industries, on n'est pas non plus trop mal payé, donc moi j'ai pas ce problème. Je pense plutôt aux personnes neuroatypiques qui n'ont pas cette possibilité de travailler dans une industrie facile. Voilà. Quand on est ouvrier neuroatypique, bonjour la galère. Hein. Parce que si on fait le RQTH, tous les autres ouvriers dans l'usine, comment ils vont nous le percevoir quoi. Surtout que les problématiques culturelles, les problématiques d'opinion, etc., c'est trop dur à gérer. Franchement, quand on a des problématiques sociales, déjà on n'arrive pas à comprendre les conventions sociales. Je veux dire, moi j'ai mis des années à comprendre l'intérêt de dire à tes souhaits à quelqu'un qui vient d'éternuer. Aujourd'hui, je trouve que c'est aberrant, ça n'a aucun sens, mais c'est une marque de politesse. Voilà, la politesse, c'est bizarre. Donc moi, c'est encore gentil chez moi. Maintenant, imaginez dans des milieux où c'est plus difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le RQTH, ça peut être intéressant. Pour des neuroatypies, je pense qu'ils sont plus handicapantes. Comme je disais, il y a des handicaps invisibles. L'autisme n'est pas un handicap, mais il peut induire des situations où c'est handicapant. C'est pas la même chose. Merci Alex, on va devoir arrêter là. Merci.